Bonjour et bienvenue sur Algomus. Aujourd'hui, toujours dans le chapitre de l'arithmétique, nous allons voir quelles sont les propriétés des nombres premiers. Alors les nombres premiers, c'est des nombres qui ont des propriétés spécifiques, qui par exemple n'ont comme diviseur possible que 1 et eux-mêmes. On va voir quelques petits cas particuliers, et on va aussi voir que la connaissance des propriétés sur les nombres premiers va nous permettre de trouver énormément de choses. Il y a cette notion de divisibilité qu'on va remettre sur le devant de la scène. Et puis on va essayer de voir comment est-ce qu'on peut trouver finalement tous les diviseurs d'un nombre. Et à partir du moment où on aura trouvé les diviseurs d'un nombre ou défini que ce nombre est premier, donc qui n'a pas de diviseur, et bien en fait, ces propriétés-là vont nous amener à trouver des choses plus intéressantes au niveau par exemple du PGCD, du plus grand commun diviseur ou du plus petit commun multiple ou ce genre de choses. Et pour arriver en fait à calculer ce genre de fonction, en fait, il est bien de connaître toutes les règles et les propriétés de la divisibilité d'un nombre par rapport à un autre. Dans les vidéos qui précèdent, on avait déjà fait un retour sur la division euclidienne. On avait vu comment elle fonctionne, on avait vu que le résultat d'une division était toujours son quotient et son reste. On avait donc deux valeurs distinctes de la division entière. Et on avait vu aussi que la division pouvait s'appliquer à des bases différentes de la base 10 que nous utilisons communément. Alors aujourd'hui, on va continuer à travailler en base 10. On ne va pas forcément travailler en binaire, mais tout ce qu'on explique ici peut être naturellement transposé sur d'autres bases. On va déjà commencer par mettre en lumière les propriétés des nombres premiers. Alors un nombre premier, finalement, qu'est-ce que c'est? Alors un nombre est dit premier s'il possède exactement deux diviseurs qui sont 1 et lui-même. Et ce sont les deux seuls diviseurs qui peuvent exister pour un nombre premier. Donc, quelques cas particuliers. On dit que 0 n'est pas premier car il possède une infinité de diviseurs et non pas deux. Effectivement, si vous voyez que vous pouvez diviser 0 par n'importe quel nombre. Bon, le résultat sera toujours 0, mais vous pouvez le faire. 1 n'est pas premier car il ne possède qu'un seul diviseur. En fait, 1 est bien divisible par 1 et par lui-même. Donc, en respectant cette définition, on pourrait croire qu'il est premier, mais en fait, 1 et lui-même, c'est le même diviseur qui est 1. Et donc en fait, il n'a pas au moins deux diviseurs. Et donc on ne considère pas la valeur 1 comme une valeur première. Et donc, avec ces propriétés-là, on va déjà essayer de voir, finalement, essayer de trouver quels sont les premiers nombres premiers. Donc je vous propose de prendre un fichier Excel. On va commencer à écrire les premiers nombres entiers. Voilà, on va aller jusqu'à 17. Et on va essayer de voir, est-ce qu'il y a un diviseur? Et on va en déduire finalement, est-ce qu'il est premier ou non? Alors 1, on a vu qu'il n'était pas premier, c'était dans la définition. Est-ce que 2 est premier? Donc 2 est divisible par 1, il est aussi divisible par 2. On a bien deux diviseurs et c'est les deux seuls qu'on a pour 2. Donc, effectivement, des diviseurs, on n'en a pas, et il est premier. 3 exactement pour la même raison. On peut le diviser par 1, on peut le diviser par 3, et ce sont les deux seuls diviseurs. Donc 3 est premier. 4 peut être divisible par 2. Ça va faire 2 fois 2, 4. Donc, il n'est pas premier. 5 peut être divisé par 1, par 5, et par aucune autre valeur. Donc, cette fois-ci, on est de nouveau sur un nombre premier. 6 peut par exemple être divisible par 2, il peut aussi être divisible par 3. Donc en fait, vous voyez qu'on a plusieurs possibilités pour diviser 6, ce qui fait que 6 n'est pas premier. Et ainsi de suite. Si on continue avec cette logique-là, on va voir que 7 est premier, 8 ne l'est pas, 9 ne l'est pas, 10 ne l'est pas. Bon, par construction, on peut déjà dire que tous les nombres pairs sont déjà au moins divisibles par 2, et donc aucun nombre pair, finalement, à part 2, n'est premier. Ensuite, il restera à évaluer les nombres impairs. 11 l'est, 13 l'est, 15 ne l'est pas, puisque 15 c'est 3 fois 5, et 17 est de nouveau premier. Et donc, vous voyez que on arrive à dégager par là les nombres premiers suivants, dégager les premiers nombres premiers avec la propriété qu'on avait mis en place. Voilà, tout simplement. Donc les premiers nombres premiers parmi les nombres entiers, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17. Ok.
Donc là, on a déjà vu comment en fait on dégage des nombres premiers, on essaie de chercher leur diviseur, et si on ne trouve que 1 et eux-mêmes, eh bien il s'agit d'un nombre premier. Donc là, on base sur un petit théorème qui dit que si n est un entier naturel supérieur à 2, et n'est pas premier, alors n possède au moins un diviseur d, tel que d est compris entre 1 et racine de n. Alors, ce qu'on peut comprendre facilement ici, et qu'on va montrer un petit peu ce théorème, on comprend déjà que tous les diviseurs d'un nombre sont compris entre 1 et le nombre lui-même. Ça, on le comprend. Mais ce théorème introduit quelque chose de différent. Il dit qu'il existe au moins un diviseur qui va être compris entre 1 et racine de n cette fois-ci. Alors, d'où sort le racine de n? Eh bien, pour le comprendre, on va essayer de chercher tous les diviseurs de 64. Et comme on est sur un cours qui est à mi-chemin entre les mathématiques et l'algorithmie et l'informatique, je vous propose de le faire en Python. Donc pour écrire une fonction qui trouve tous les diviseurs, j'ai donc pris Visual Studio Code, on va se définir une fonction diviseur, je vais mettre au pluriel, d'un nombre n. Qu'est-ce que c'est les diviseurs d'un nombre n? Eh bien tout simplement, ce sont l'ensemble des nombres compris entre 1 et n, qui font que quand on divise n par ce nombre, on obtient un reste de 0. Et donc, tout simplement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire on va parcourir i on va parcourir i dans la range de n. Alors là, on va partir de 0. Je ne voudrais pas partir de... ça va me faire partir range de n. Le problème, c'est que range de n va me faire partir de 0. Si je fais range de 10, le seul problème, c'est que je vais avoir une liste. C'est que je vais avoir une liste de 0 à 10. Et moi, je ne veux pas partir de 10, donc je vais utiliser i plus 1. Ok. Donc, ce qu'on va faire, tout simplement, c'est qu'on va dire if n, si je prends le reste de la division entière de i plus 1, donc là ça m'évite d'avoir le 0. Si le reste de la division entière par i que j'incrémente vaut 0, je vais déjà écrire i plus 1, et ça va me permettre de voir déjà si ma fonction marche correctement. Je vais utiliser comme nombre n, je vais utiliser par exemple 64, et je vais écrire par exemple, je vais faire les diviseurs de i, de n. Donc là, ça me permet de tester déjà si ma fonction marche. On va lancer, donc, hop. Ok. Et donc j'obtiens 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64. Donc j'ai bien reçu les diviseurs de i, qui est bien de 1 à 64. D'accord. Donc cette fois-ci, vous voyez bien que j'ai effectivement, pour cet exemple-là, la propriété qui est respectée, puisque racine de 64, ça fait 8. Donc j'ai bien au moins un diviseur entre, qu'est-ce qu'on disait, entre 1 et racine carrée de n. D'accord. Alors effectivement, là, ça a l'air de se vérifier. Est-ce que c'est vrai dans tous les cas? En fait, c'est vrai dans tous les cas, parce qu'il suffirait en fait de montrer quelle est l'opération qui nous amène finalement à retrouver 64. Je vais vous expliquer. Là, j'ai écrit à chaque fois un diviseur, et on va essayer de montrer l'opération qui va me permettre de retrouver 64. Alors pour retrouver 64, si j'ai déjà un diviseur, en fait, il suffit que je reprenne n, et que je le divise par ce diviseur-là. Et ça va me donner l'opération qui va me permettre de retrouver 64. Ah, j'ai pas sauvegardé. Ok, et donc vous voyez que les opérations successives qui vont me permettre de retrouver 64, eh bien je vais avoir 1 fois 64, 2 fois 32, 4 fois 16, 8 fois 8,
16 fois 4, 32 fois 2 et 64 fois 1. Et donc ça peut nous interroger parce qu'en fait on se rend compte que lorsque ma première valeur, ma valeur de gauche augmente, ma valeur de droite décroît. Et on se rend compte qu'on commence à avoir des opérations miroirs. J'ai 1 fois 64 et j'ai 64 fois 1. J'ai 2 fois 32 et j'ai 32 fois 2. Et donc vous voyez en fait que j'ai toujours donc un nombre, je vais toujours avoir un nombre finalement qui va être inférieur à la racine. Ici la racine de 64 c'est 8. Donc vous voyez que 8 fois 8 est écrit une seule fois, n'a pas de nombre miroir. Et en fait 8 fois 8 c'est le point de bascule finalement entre le moment où mon premier terme est inférieur à mon deuxième terme. Jusqu'à la racine carrée, mon premier terme était inférieur à mon deuxième terme. Au moment de la racine carrée, j'ai une bascule qui s'opère, et tout ce qui suit, la bascule, fait que le nombre de gauche est supérieur au nombre de droite, et je retombe sur les mêmes calculs. Donc qu'est-ce que ça veut dire tout simplement? Ça veut dire que si jamais mon nombre n'est pas premier, eh bien il y a au moins un diviseur qui va se retrouver avant la racine carrée, puisque la racine carrée est ce point précis en fait où en fait si on cherche tous les diviseurs, c'est là en fait on va retrouver tous les éléments miroirs entre avant la racine carrée et après la racine carrée. Voilà un peu d'où vient ce théorème. Donc c'est ce qu'on a fait, on a utilisé les diviseurs disponibles et on a pris la valeur 64 on a pris la décomposition de 64 au travers de toutes les multiplications possibles. Et on a vu effectivement que la racine carrée était un pivot. Donc, c'est une propriété très intéressante. Et pourquoi? Parce qu'en fait, il va nous permettre de gagner un temps fou dans nos programmes, de faire quelque chose de beaucoup plus optimisé. En effet, si on sait que pour savoir si un nombre est premier ou pas, on est obligé de chercher seulement jusqu'à la racine carrée de ce nombre et pas forcément jusqu'au nombre lui-même, en fait, vous voyez qu'on va gagner énormément de temps. Donc, on va écrire une fonction qui retourne tous les diviseurs d'un nombre donné en paramètres. On va essayer d'adapter la fonction que l'on a déjà faite. Et puis ensuite, on va essayer de modifier la fonction pour utiliser notre théorème. Et on va voir comment est-ce qu'on peut utiliser cette fonction pour déterminer si un nombre est premier. Alors la fonction, ici, elle a déjà été mise en place. Maintenant, la seule chose que l'on veut faire, c'est en fait retourner finalement la liste des diviseurs. Donc si je prends mon approche un petit peu naïve que j'avais faite jusqu'à présent, tout ce qu'il me reste à faire, en fait, ça serait de créer une liste vide au départ, et en fait de faire à chaque tour de boucle un append du nouveau diviseur qui est disponible. Il me reste ensuite à faire un return de ma liste et je pourrais l'utiliser dans mon programme principal. Donc, ici cette fois-ci, j'ai diviseur qui n'écrit plus les diviseurs mais qui me retourne la liste des diviseurs. Donc si je fais maintenant un affichage du retour des diviseurs, on va voir ce que ça donne. Voilà, j'ai bien 1, 2, 4, 16, 32, 64. Ok, très bien. Donc on a bien 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64. Donc on a bien les mêmes diviseurs qu'on avait jusqu'à présent. D'accord. Maintenant, ce que nous dit finalement notre théorème, c'est de dire finalement je suis peut-être pas obligé d'aller jusqu'au nombre lui-même, mais je peux m'arrêter finalement à la racine carrée de ce nombre, ce qui me fera faire moins de tours de boucle. Et donc, ce que l'on va pouvoir faire ici, c'est de dire, au lieu de faire un range qui va aller jusqu'à n, je vais utiliser la librairie mathématique. Il me semble que c'est comme ça que ça fonctionne. Et cette fois-ci, je ne peux aller que jusqu'à la racine carrée de n. Alors si je fais ça comme ça sans rien changer, alors comment s'appelle la bibliothèque mathématique déjà?
Ça aussi, quand on passe d'un langage à l'autre, on a souvent un petit peu des différences pour retrouver les fonctions. Alors, quand c'est comme ça, en fait, on cherche juste un petit peu square root en Python et on retrouve, c'est une fonction math. Ok, c'est ce qui me semblait. C'est math.sqrt et on fait un import de math. Est-ce que j'ai tapé quelque chose de faux? J'ai fait mon import de math. Voilà. J'ai fait mon import de math, j'ai fait math.sqrt. Ah, je l'ai mis dans les paramètres. C'est pas là, c'est dans la range que je veux l'avoir. Ah oui. Ok. Donc cette fois-ci, on va lancer le diviseur. Donc cette fois-ci, divisibilité, diviseur, range, float, object cannot be interpreted as integer. Puisqu'effectivement, je suis dans... J'avais effectivement la fonction sqroot va effectivement me donner... Le problème c'est que là, ça va me donner justement une valeur décimale. Et la fonction range ne peut pas utiliser une valeur décimale. Donc ce que je vais utiliser, c'est un arrondi en Python. Comme ça permettra de vous montrer aussi que ben voilà, quand vous jouez avec les nombres de temps en temps, donc c'est la fonction round, et si je lui mets pas de digit, il va récupérer à l'unité. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser la fonction round qui va arrondir ma fonction et qui va donc me retourner de nouveau un entier. Et donc ça va bien se passer. Et donc cette fois-ci, vous voyez que il m'a retrouvé les diviseurs 1, 2, 4, 8. Donc là, il m'a oublié une partie des diviseurs. Et finalement, c'est normal puisqu'il est arrivé uniquement jusqu'à la partie... il est arrivé jusqu'à la racine carrée. Donc en fait, il a fait les premières opérations et il n'a pas fait, au moment de la bascule, il n'a pas fait les suivantes. Donc en fait, ce qui va se passer ici, c'est que je vais pas seulement ajouter mes diviseurs, je vais aussi ajouter la valeur de n qui est divisée par ce diviseur. Et donc, comme on l'a vu tout à l'heure, on avait fait l'opération, on récupère à la fois la première opérande et la deuxième. Cette fois-ci, vous voyez que j'ai récupéré tous les diviseurs 1, 64, 2, 32, 4, 16, 8, 8. C'est un petit peu embêtant parce que, effectivement, vous voyez que la nomaliste n'est plus triée et puis qu'en plus elle comporte des doublons. Et donc ça, il y a une façon assez élégante de le faire en Python. Il suffit en fait de transformer ma liste en set et de la retransformer en liste. Et là, en fait, on va enlever les doublons. Donc cette fois-ci, on n'a plus de doublons. Et si vous voulez vraiment, encore une fois, l'utiliser de manière triée, on peut encore normalement faire un sort dessus. Non, c'est pas comme ça que fonctionne le sort. Alors, décidément aujourd'hui, si, c'est sorte.
aussi si on sort. Donc voilà, pour l'instant la liste n'est pas triée. Je vais la récupérer ici. Comme cela. Et ce que je vais faire ici, c'est que je vais faire un print de sort. Voilà. Ah, c'est la différence entre sorted et... Ok. Voilà, c'est la liste qui est sorted. Voilà, et cette fois-ci on retombe bien sur la liste que l'on avait précédemment. Donc, on a un petit peu cherché les différentes fonctions. C'est vrai que quand on passe d'un langage à un autre, on a tendance un petit peu à oublier les fonctions qu'on avait utilisées. Donc qu'est-ce qui s'est passé ici? Puis on fait un petit résumé. On a récupéré, on a une valeur de i qui va s'incrémenter entre 0 et la racine carrée arrondie à un entier, puisque la fonction range ne supporte que les entiers. Et ensuite, pour chacun des diviseurs, on ajoute à la fois le diviseur et à la fois la contrepartie de ce diviseur. Comme ça, on a à chaque fois, quand vous avez, par exemple, on a vu le cas de 64, c'était 2 fois 32, dans le même tour de boucle, on utilise 2, et on utilise 64 divisé par 2, donc on met aussi 32 dans la même boucle. Et donc vous voyez que là, on va utiliser beaucoup moins de valeurs. Si maintenant je prends un nombre de sons beaucoup plus grand, 12 835, et bien avec notre ancienne boucle, on passait par exemple, 12 835 fois dans la boucle. Et si ici je mets un petit compteur, juste pour savoir combien de fois je passe dans la boucle, et bien vous voyez qu'en fait on va passer beaucoup moins dans la boucle. Voilà, et on va juste faire un print directement dans la fonction. C'est juste un petit contrôle que l'on va faire. Vous voyez que là, au lieu de passer 12 835 fois dans la boucle, eh bien je suis passé 113 fois, parce que je me suis arrêté à la racine carrée. Et donc en fait, c'est une optimisation qui est assez énorme du point de vue de la programmation, puisque une boucle où vous n'êtes plus obligé de passer 12 000 fois dedans, mais seulement 113 fois, en fait, ça peut vous faire un gain de temps énorme lorsque vous programmez. Surtout si vous prenez toutes les boucles sous le même aspect. Donc les nombres premiers, on va voir aussi que ça peut être intéressant de décomposer un nombre par des nombres premiers qui sont tous des diviseurs. Donc un nombre premier, on a vu par définition qu'il n'était pas divisible. Un nombre premier, un nombre qui est non premier, peut lui toujours par contre être écrit sous la forme d'un produit. Et ça on va le voir avec une décomposition. Au bout de décompositions successives, nous arrivons à un produit de nombres premiers. Et là, ça veut dire qu'il n'y a plus de décomposition possible, puisque chacun des nombres premiers ne peut plus lui-même être décomposé. Donc tout entier naturel 1 se décompose de façon unique en un produit de facteurs premiers. On va voir comment on peut faire cette décomposition avec la valeur de 64. On va prendre la liste des premiers nombres premiers. Donc on avait déjà mis en place 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17. On l'avait déjà mis en place dans notre classeur Excel. On va essayer de voir comment on peut la réutiliser maintenant. On va prendre la liste depuis le début et on va vérifier que 84 est divisible par chacun d'entre eux. Si une division est possible, on recommence depuis le début. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Eh bien en fait, vous voyez qu'on a pris les premiers nombres premiers, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17. On va prendre la valeur de 84 et on va essayer de le décomposer en nombres premiers. On va partir de 1 n'est pas premier, le premier nombre premier c'est 2. Est-ce que 84 est divisible par 2? Alors visiblement il termine par 4, donc oui, il a l'air d'être divisible par 2. Donc 2 est un diviseur, et quand je divise par 2, je n'ai plus 84, mais il me reste 42. 84 divisé par 2.
Je repars depuis le début. Est-ce que 42 est divisible par 2? Oui. Donc j'ai encore un diviseur 2. Je divise cette fois-ci par 2 encore une fois, et j'obtiens 42 divisé par 2, j'obtiens 21. Je recommence depuis le début ma liste. Est-ce que 21 divisé par 2? Cette fois-ci, il ne l'est plus. Est-ce qu'il est divisible par 3? Oui. Il est divisible par 3, puisque 21, c'est 3 fois 7. Ok. Donc, j'ai déjà des diviseurs, il me reste 7. Donc, est-ce que 7 est divisible par 2? Non. 7 est divisible par 3? Non. 7 est divisible par 5? Non. Puisque 7 est premier, on l'avait vu. Et donc, 7 est bien divisible par 7. Et il reste 1. Et donc, vous voyez que là, j'ai décomposé 84 en tous les diviseurs en diviseurs premiers. Et si vous faites 2 fois 2 fois 3 fois 7, on va retrouver 84. Donc, on a décomposé finalement 84 en produits de nombres premiers. Vous voyez que chacun des nombres de la décomposition est un nombre premier, c'est comme ça qu'on les a sélectionnés, et donc on ne peut pas écrire, on ne peut pas redécomposer un des nombres que l'on a mis là-dedans. Ok. Donc on a appliqué cette règle pour finalement décomposer 84 en nombre premier. Donc on a vu que 84 c'était 2 fois 42, c'était 2 fois 2 fois 21, et puis finalement c'était 2 fois 2 fois 3 fois 7. Alors quel est l'intérêt finalement d'avoir fait ça et de l'avoir décomposé en nombre premier? Eh bien on s'aperçoit que cette décomposition permet également de retrouver tous les diviseurs de 64 en calculant toutes les possibilités. En effet, on voit que on a 4 termes, 2, 2, 3 et 7. Et pour retrouver finalement tous les diviseurs, qu'est-ce que l'on peut faire? Eh bien tout simplement, on peut déjà essayer de voir quand est-ce que multiplier 2 éléments entre eux, multiplier 3 éléments entre eux, et multiplier 4 éléments entre eux. Donc attendez, il m'en manque le 1. Donc si j'utilise qu'un élément, pour la liste des diviseurs, je vais avoir 2, 3, 7. Alors j'ai effectivement 2 fois 2, mais je ne le répète pas. Donc je vais mettre ça un petit peu en couleur pour me sortir. Donc quand j'ai un seul terme, j'ai 2, 3, 7, c'est mes 3 valeurs différentes. Si j'ai 2 termes, on va essayer toutes les combinaisons possibles. On va avoir 2 fois 2, on va avoir 2 fois 3, on va avoir 2 fois 7, et on va avoir 3 fois 7. C'est toutes les combinaisons possibles. Et donc là, on va avoir 2 fois 2, ça fait 4, 2 fois 3, ça fait 6, 2 fois 7, ça fait 14, 3 fois 7, ça fait 21. Donc tout ça, c'est encore une fois des diviseurs de 64. On va essayer de le faire pareil avec 3 termes. Avec 3 termes, qu'est-ce qu'on peut avoir? On peut avoir 2 fois 2 fois 3, 2 fois 2 fois 7, et on peut avoir 2 fois 3 fois 7. Donc là, cette fois-ci, je fais des multiplications de 3 termes. Donc 2 fois 2, ça fait 4. 4 fois 3, ça fait 12. 2 fois 2, ça fait 4. 4 fois 7, ça fait 28. 2 fois 3, ça fait 6. 6 fois 7, ça fait 42. Vous voyez qu'on continue à avoir finalement tous les diviseurs. Et encore une fois, quand on a les 4, et bien quand on a les 4, on n'a pas le choix. On a 2 fois 2 fois 3 fois 7. Et ça nous fait 84. Voilà. Et donc en fait, cette petite opération d'essayer de retrouver finalement, de partir des nombres premiers de la décomposition de 84 et d'essayer de trouver toutes les combinaisons de produits possibles entre eux, va nous donner en fait la liste de tous les diviseurs de 84. Donc là, comme on avait écrit un petit programme, on va essayer de voir si ça correspond. On va prendre n égale 84. Et on voit qu'on a, alors on va essayer de le comparer, on a effectivement 1, on a 2, où est-ce que je peux le mettre? Ouais. On a 2 qui est là, ça c'est bon. On a, je vais essayer de fermer ça. Voilà. On a le 2 qui est là, c'est bon. On a le 3 qui est là, c'est bon. On a le 4 qui est ici dans la colonne 2. On a le 6 qui est là. On a le 7 qui est ici. On a le 12 qui est là dans la colonne 3. On a le 14 qui est dans la colonne 2. On a le 21 qui est dans la colonne 2. On a le 28 qui est dans la colonne 3. 42 qui est dans la colonne 3. Et 84 qui est dans la colonne 4.
Et on a bien retrouvé donc, en cherchant finalement toutes les combinaisons de produits que l'on peut avoir avec les termes, on a trouvé la liste de tous les diviseurs. Donc ça c'est quelque chose qui peut être plus vite fait à la main. Et vous voyez, parce qu'en fait on est vraiment parti à chaque fois de la liste des nombres entiers, et à chaque fois, divisé par 2 ou divisé par 3 ou divisé par 5, c'est quelque chose qui va se faire très facilement. Et en fait, vous allez décomposer votre problème très rapidement depuis le début. Donc c'est une autre façon de faire. Donc voilà une vidéo assez courte cette fois-ci, qui rappelle les notions de divisibilité d'un nombre. Donc on a revu énormément de choses qui a déjà été posées dans les autres vidéos. On avait cette notion de division qui en fait produit un quotient et un reste. Donc une division entière produit toujours deux résultats. Et on s'est un petit peu appuyé sur cette notion de reste pour savoir si un nombre était divisible par un autre nombre. Donc si le reste est à 0, eh bien en fait ça veut dire qu'un nombre est divisible par un autre nombre. Donc cette notion de divisibilité nous a fait mettre en lumière les nombres premiers. Les nombres premiers, ce sont des nombres qui ne sont divisibles que par 1 et par lui-même, à l'exception des nombres 0 et 1, effectivement. Et on a vu que ces nombres premiers comportaient des propriétés qui pouvaient nous aider pour optimiser, finalement, certaines recherches dans nos algorithmes et dans nos programmes. On a vu par exemple que quand on cherche les diviseurs d'un nombre, c'est pas la peine de chercher tous les diviseurs entre 1 et le nombre, qu'on pouvait s'arrêter à la racine carrée, puisque le racine carrée comportait finalement un point de bascule où l'opérande qui augmentait en fait se croisait avec l'opérande qui descendait. Ça on l'a mis en lumière avec un petit programme, avec une petite fonction qu'on a écrit assez facilement. Enfin on a cherché un petit peu quand même comment refonctionnent les différentes fonctions en Python. Mais ça, encore une fois, c'est quelque chose... le Python a cet avantage de langage, qu'il a une documentation qui est très fournie, et vous pouvez retrouver facilement, quand vous cherchez une fonction, comment elle fonctionne, quels en sont les paramètres et quels en sont les retours. Et donc, cette notion de nombre premier, on a vu qu'on pouvait décomposer finalement n'importe quel nombre en produit de nombres premiers. On a vu comment effectuer cette démarche en essayant successivement les premiers nombres premiers et en essayant de diviser systématiquement ce nombre par les premiers nombres premiers. Et cette décomposition, ensuite, on a vu que si jamais on essayait de chercher tous les produits possibles et imaginables à partir des nombres premiers qu'on avait trouvés, eh bien, on remettait en place la liste de tous les diviseurs d'un nombre. Donc ça, c'est des propriétés très importantes que nous avons vues aujourd'hui et qui vont nous permettre d'arriver à expliquer plus facilement des algorithmes de recherche du plus grand commun diviseur, comme l'algorithme d'Euclide par exemple, puisque vous allez voir que l'algorithme d'Euclide peut également être simplifié grâce aux propriétés qu'on a vues aujourd'hui. Et donc je vous donne rendez-vous à très vite pour voir cette histoire de PGCD et de voir comment on peut l'optimiser avec les propriétés vues aujourd'hui. Bonne journée!